Ok, continuons, welcome back pour ce second chapitre, donc la rotation des produits, donc la rotation du stock. Alors, on va commencer en fait par comprendre le placement des produits, parce que le placement des produits dans le magasin va faire en sorte que le produit tourne plus vite ou moins vite. Vous vous rendez bien compte, quand vous allez au supermarché, s'il y a un produit qui est complètement tout en bas du rayon, eh ben, il va tourner moins vite que celui qui est à la hauteur des yeux ou à la hauteur des mains. Pourquoi ? Parce que les gens vont prendre plutôt naturellement ce qui est à la hauteur de leurs mains ou à la hauteur des yeux. Et donc, du coup, la rotation de ces produits-là va être plus rapide. Et vous allez voir que ça a vraiment une importance capitale. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en France, chaque jour, on dépense 200 millions d'euros de produits alimentaires tous les jours? C'est énorme. Et donc, du coup, la majorité des achats est effectivement faits en grande surface. Et il est avéré que le bon ou le mauvais placement en fait, d'un produit provoque une différence à plus ou moins 30% du chiffre d'affaires de ce produit. Waouh, ça c'est énorme. Suivant où vous mettez le produit dans le rayon, il va se vendre à plus ou moins 30%, ce qui est quand même hyper conséquent. Donc du coup, on comprend bien que le placement du produit va avoir un impact très fort sur la rotation du produit. Donc il y a différents types de placements. Quelques règles, en fait, on va parler de quelques règles de placement. Quelques impératifs déjà à respecter lorsqu'on place un produit en magasin. Il s'agit de certaines lignes directrices qu'il faut garder à l'esprit et dont on va déterminer les priorités. Un seul produit par emplacement ou deux si ces produits sont complémentaires. L'idée, c'est de créer un effet de masse. On va rejoindre là-dessus ce que vous voyez en grande surface dans les têtes de gondole. Dans les têtes de gondole, moins il y a de produits, plus c'est efficace. Les très bonnes têtes de gondole font qu'il y a un, voire deux produits seulement. Maximum 3. Pourquoi ? Pour capter l'attention, pour avoir cet effet de masse. Et donc, du coup, on sait que ça va faciliter la préhension, donc la capacité à prendre le produit, au niveau, notamment sur un plan ergonomique. Et du coup, on va faciliter la rotation du produit en faisant ça. Bien évidemment, on pourra rajouter de la publicité. Je ne sais pas si vous avez une grande affiche au-dessus vous annonçant en plus une promotion. Effectivement, ça va attirer les personnes et donc du coup, ça va avoir aussi un impact sur le turnover entre guillemets des produits, sur la rotation des produits. Les conséquences au fond par rapport à cette organisation, c'est qu'on va pouvoir calculer de façon optimale, si vous voulez, à l'échelle du magasin, tous les rayons et tous les emplacements. Et donc, le magasin, si vous voulez, est capable de calculer ce que lui rapporte un mètre linéaire. On ne parle pas tellement en mètres carrés dans les magasins, on parle plutôt en mètres linéaires, et voir ce que ça rapporte un mètre linéaire développé. C'est quoi un mètre linéaire développé ? Par exemple, en magasin, vous avez un rayon qui fait 1,33 m de large, ça c'est un mètre linéaire, 1,33 m, et si vous avez 5 rayons, c'est 1,33 m x 5. C'est ce qu'on appelle le mètre linéaire développé. Donc, ça va nous permettre de calculer et de pouvoir anticiper aussi ce qui se passe dans notre gestion de stock. Donc, pour attirer les clients, on va émettre des produits d'appel, des choses consommables. Elles vont être plutôt placées au fond du magasin parce qu'on a envie que le client aille tout au fond pour qu'il fasse le tour du magasin et qu'il ait vraiment à chercher ce produit-là puisqu'on sait qu'il en aura besoin. Le sucre, les pâtes, l'eau, la farine, le beurre, tout ça des produits de grande consommation, ça va aller au fond du magasin et du coup on sait que quoi qu'il arrive, les clients vont venir les chercher. Donc ça permet aussi de répondre à la contrainte logistique, donc produits frais et surgelés et produits lourds qui vont être eux en périphérie du magasin pour être proche des réserves notamment ou alors dans des frigos spécifiques. L'idée c'est que les chefs de rayon dans la grande surface doivent adapter l'organisation de la mise en place des rayons au sens de circulation que l'on souhaite donner. C'est pas le client qui décide où il va, contrairement à ce qu'on pourrait voir. Moi, je vais dans un magasin, je vais à tel endroit ou tel endroit. Alors oui, c'est vrai dans l'absolu, mais en fait, tout est calculé pour vous faire passer dans un certain nombre de rayons avant que vous arriviez au produit désiré. Ceux qui sont très bons pour ça, c'est notamment Ikea.
Vous connaissez tous Ikea, vous êtes certainement déjà allé chez Ikea. Et qu'est-ce qui se passe chez Ikea? Eh bien, vous suivez un véritable parcours avant d'arriver à faire le moindre achat. Souvenez-vous la dernière fois que vous êtes allé chez Ikea. Vous êtes allé vous promener, vous êtes allé voir des meubles, des chambres, des canapés, des cuisines. Qu'est-ce que vous avez acheté de tout ça? La plupart d'entre vous, vous n'aurez rien acheté. Vous serez passé devant cette belle chambre qui vous est envie en vous disant « Ah ouais, ça serait bien si je changeais ma chambre ». Vous serez passé devant ce beau meuble ou cette belle table pour la salle à manger en vous disant « Ah ouais, ça serait pas mal ça chez moi ». Mais parce que vous êtes quelqu'un de responsable et que vous faites attention à vos finances, vous n'avez pas craqué, vous n'avez pas succombé. Vous n'avez pas acheté ce nouveau sofa dernière génération ou cette petite table basse qui vous faisait pourtant tellement envie. Vous avez tourné pendant 1 heure dans un magasin en vous frustrant. Et du coup, cette frustration est montée, 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 et vous allez être fiers de vous parce que vous n'aurez rien dépensé. Mais avant de partir, vous allez vous retrouver dans un étage inférieur, vous allez redescendre, et là, vous allez vous retrouver dans une sorte de caserne d'Ali Baba. Des bougies, des couverts, des verres, des sets de table, des serviettes, le tout pour vraiment pas cher. Le tout à des prix défiant presque toute concurrence. Les bougies à 50 centimes, les verres à 1 euro, les sets de table à 61 centimes, je dis n'importe quoi. Et là, vous vous dites, ah, mais c'est génial. J'ai vraiment résisté en haut, j'ai été un bon consommateur, je n'ai pas dépensé, je n'ai pas fait de folie, je n'ai pas acheté de canapé, ou de table, ou de meubles. Du coup, je peux bien m'autoriser un petit surplus en achetant quelques bougies, quelques verres, ou autres miroirs, autres choses que vous allez trouver dans cette fameuse caserne d'Ali Baba. Et à la sortie, vous sortez de chez Ikea, vous avez dépensé 50 balles, et vous n'avez rien compris. Et c'est exactement ça. Ikea ne gagne pas beaucoup d'argent en vendant des meubles. Ikea gagne beaucoup d'argent dans sa caserne d'Ali Baba en vendant des chinoiseries. Donc, j'appelle les chinoiseries toutes les choses en plastique que l'on vous vend, qui ne seront pas forcément de très grande qualité, mais sur laquelle ils vont pouvoir faire de la marge et sur laquelle la plupart des gens achètent. Je ne sais pas quels sont les chiffres exacts, mais la plupart des gens qui rentrent chez Ikea sortent en ayant acheté quelque chose. Et donc, d'où l'intérêt, vous voyez bien, au niveau de l'organisation de la mise en place des rayons. Rien n'est à l'étage supérieur, ou des choses très importantes, très volumineuses, mais au fond qui ne font pas ça représente du volume bien évidemment, mais c'est pas là où on gagne beaucoup d'argent. Mais par contre, sur la caserne d'Ali Baba, on en gagne beaucoup. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un parcours qui va faciliter à un moment donné l'organisation du magasin et qui va avoir un impact direct effectivement sur la rotation des stocks. Donc pour la grande surface, on va avoir 2 types d'organisation. Ce qu'on va appeler une organisation horizontale et de l'autre côté une organisation, bien évidemment, vous l'aurez deviné, verticale. L'organisation verticale, ça consiste, si vous voulez, le sens de lecture toujours de la gauche vers la droite, et donc du coup de mettre des produits les uns à côté des autres pour qu'il y ait une lecture linéaire en fait du produit, et le client s'arrête au milieu du rayon et il voit en un coup d'œil, en balayant de droite à gauche, ce qui se passe. C'est très intéressant pour lui parce que il peut voir plusieurs références, et notamment on repère aussi des couleurs. Mais par contre, on ne va pas trop regarder ce qu'il y a tout en bas ou ce qu'il y a tout en haut. Donc, ça peut être intéressant, ça dépend encore une fois de ce que l'on veut valoriser. Si on veut valoriser des marques repères, par exemple des marques, pas des marques repères, mais ce qu'on appelle des MDD, des marques de distributeurs, elles vont être au niveau des yeux, au niveau des mains, et dans ces cas-là, on va implanter effectivement sur un plan horizontal, parce qu'on sait qu'elles vont être hyper favorisées. Par contre, si on veut une implantation verticale, on va en fait construire en hauteur, de haut en bas ou de bas en haut, et on va plutôt placer effectivement donc à la base des premiers prix, ensuite des produits de marque nationale, et puis dans le milieu les marques de distributeurs. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ces cas-là, c'est qu'on va avoir notre regard qui va balayer de haut en bas, et on va plus voir les différents types de prix qu'il y a avec les différents types de produits. Et en plus, ça peut être intéressant pour implanter des nouvelles marques. Par exemple, je dis n'importe quoi. Vous avez d'un côté Coca-Cola, de l'autre côté Pepsi-Cola, donc on connaît très bien les deux. On va avoir d'ailleurs un mur immense de Coca-Cola la plupart du temps. Et au milieu, peut-être, il y aura une nouvelle marque de cola. Je sais pas, moi je pense à Auvergne Cola,
si vous voulez, qui était sorti il y a quelques années. Si on le met entre Pepsi et Coca, on est sûr d'en vendre. On est sûr que ça va avoir un impact. Les gens, ils vont parcourir, ah, c'est quoi ça? Tiens, peut-être si on essayait. Par contre, si vous êtes en implantation horizontale et que vous mettez votre Auvergne Cola tout en bas, il va jamais se vendre. Personne ne le verra. Donc vous voyez que notre implantation, qu'elle soit verticale ou horizontale, va avoir un véritable impact. Maintenant, comment décider de l'emplacement d'un produit d'une marque nationale ou internationale et des MDD? Plus le produit est incontournable, je vous parlais de Coca-Cola à l'instant, ou par exemple de Nutella, bien évidemment, les supermarchés sont obligés de les avoir, c'est évident. Ils ne peuvent pas négocier les prix, ou du moins c'est très très difficile, et ils sont dépendants un peu du groupe du fabricant. Alors, il y a différentes choses là-dedans. On a vu il y a 2 ou 3 ans en arrière que Coca-Cola avait entre guillemets gagné la guerre des négociations contre Casino, mais que l'année d'après ils avaient perdu contre Leclerc. Bref, donc ces produits seront placés près des produits similaires, mais aucune mise en avant particulière, parce qu'on sait très bien que les gens vont les repérer. Par contre, pour les autres produits, comme je vous disais, Auvergne Cola, l'emplacement va être déterminant. Soit on décide de faire une tête de gondole, et dans ces cas-là, parfait, on va avoir de la rotation. Soit on les met sur une implantation verticale entre 2 gros, et dans ces cas-là, ça va marcher aussi, mais si on les met sur une implantation horizontale, on ne va pas avoir de débouché. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont intéressantes aussi par rapport à la rotation, c'est de pouvoir repérer comment les consommateurs justement consomment et qu'est-ce qu'ils font qu'ils consomment à un endroit plutôt qu'un autre ou un produit plutôt qu'un autre. Et il y a quelques années en arrière, il y a un projet qui s'appelle le projet Origami, que je vous laisserai aussi découvrir dans le texte plus bas. Origami pour observation du regard et interprétation du geste pour une analyse marketing non intrusive. C'est-à-dire qu'en fait, on a collé des lunettes savantes à des consommateurs et suivant où ils plaçaient leur regard, on repérait effectivement qu'est-ce qu'ils allaient acheter, du coup où se portait leur regard en fonction de la couleur, en fonction de l'emplacement, en fonction du design. Et donc du coup ça a apporté beaucoup de valeur aux marketeurs pour savoir comment plus vous attirer alors qu'il n'y a pas de vendeur dans le rayon, mais pour faire en sorte que le produit se vende de lui-même. Je vous laisserai découvrir ça effectivement un peu plus bas. Maintenant, passons effectivement à, en tant que tel, j'ai envie de dire, la rotation des stocks. Donc, pour une bonne rotation des stocks, la rotation des stocks doit avoir une fréquence élevée. Plus ça va vite, mieux c'est. Plus ça va lentement, plus c'est compliqué. On comprend bien dans notre supermarché, par exemple, que, prenons un exemple. Reprenons Coca-Cola. Coca-Cola va avoir une rotation extrêmement rapide. Il va falloir remplir tous les jours, voire 2 fois par jour, si c'est le samedi. Par contre, si je prends un autre produit, peut-être des verres à vin, dans un autre rayon, on comprend bien que les verres à vin, la rotation va être beaucoup, beaucoup plus lente. Donc du coup, il va falloir calculer ça pour savoir où on en est, où on va et comment optimiser tout ça. Les enjeux, si vous voulez, de la rotation des stocks, la rotation des stocks est un renouvellement continu du stock d'une entreprise, donc c'est important. Le but d'une entreprise est d'avoir une rotation rapide, comme on vient de le dire, c'est essentiel afin de minimiser les coûts. Et sur un point de vue comptable, la rotation des stocks, plus elle est rapide, plus l'amortissement des frais, des frais fixes pourra être réparti sur un plus grand nombre de quantités de marchandises. Plus c'est performant, mieux c'est, parce que plus on va économiser en termes de rotation. Maintenant, on va voir comment on peut calculer cette rotation, et c'est là où ça va devenir intéressant. Donc la rotation des stocks peut être calculée, déjà, première indication, plutôt une bonne nouvelle, on va pouvoir effectivement savoir comment ça se passe et qu'est-ce qu'il en est exactement. La rotation des stocks, vous pouvez noter effectivement la formule, je vous conseille de le noter, est égale au stock de marchandises, tout le stock qu'on a, divisé par le prix d'achat des marchandises vendues, multiplié par 360. Vous vous souvenez, on l'avait vu déjà dans un autre cours, mais c'est important d'y revenir dessus parce que ça va nous permettre de calculer la rotation. Je le répète, stock de marchandises divisé par prix des achats des marchandises vendues, multiplié par 360. Bien évidemment, selon l'activité de l'entreprise, le renouvellement des stocks peut être plus ou moins fréquent. En plus du calcul de rotation des stocks, il va falloir analyser aussi la durée d'un cycle d'exploitation. Ça peut être un cycle long, si la rotation des stocks est lente, ça peut être un cycle court, si la rotation des stocks est fréquente. Encore une fois, suivant que vous vendez du Coca-Cola ou des verres à vin, il n'y aura pas le même cycle. Mais ça peut être aussi en fonction de la saisonnalité de l'activité. Je ne sais pas, les melons,
au mois de juin, bah, vous risquez d'en consommer beaucoup. Il y aura d'autres choses qui, au mois de juin, ne se consommeront pas du tout, ou presque pas. Donc du coup, vous voyez bien que ça va dépendre aussi de la saisonnalité. Et puis enfin, du secteur d'activité de l'entreprise, bien évidemment. Il y a quelques exercices que je vais vous laisser découvrir, notamment l'activité 1, gérer un assortiment où vous êtes vendeur dans une boutique de prêt-à-porter pour jeunes qui s'appelle l'Adventura, ok, on prend un exemple. Vous allez assister à la deuxième naissance de la boutique concurrente, enfin d'une deuxième boutique concurrente en face de la vôtre, dans votre secteur. Inquiet, vous réfléchissez à la pertinence de l'assortiment actuel. Donc je vous laisserai réfléchir, je vous laisserai regarder et regarder ce qui se passe dans ce tableau. Vous avez différentes photos et du coup vous allez pouvoir avancer. Je ne veux pas aller trop dans le détail de cet exercice parce que je voudrais vous faire un exercice qui pour moi est vraiment hyper intéressant, qui est l'activité 2 sur justement directement la rotation des stocks. Alors je vous emmène directement sur cet exercice-là. Ça ne vous empêche pas de faire pause. Faites le premier exercice ou revenez-y par la suite, mais faites-le, c'est important. Et du coup, ensemble, on va travailler sur l'activité 2, la rotation des stocks. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous effectuez un stage de formation à Séoul dans le magasin de monsieur Myoshizuki Minoru, magasin spécialisé dans l'équipement sportif de combat martial, le Kendo. Ok, très bien. Quelques jours avant l'inventaire, monsieur Minoru souhaite connaître le coefficient de rotation sur certaines références. Il a relevé les achats sur une année, ainsi que le stock du début à la fin de l'année. Donc il a tout noté. On va calculer sur deux produits. D'une part sur des casques et d'autre part sur des protections. Le stock initial pour les casques, c'est de 20. Il en a 20 au départ, ok. Son stock final, il est de 22. En tout, il en a acheté 450. Calculez le stock moyen pour chaque produit. Donc déjà, commençons par les casques, en nous rappelant que le stock moyen, vous l'aviez déjà vu, mais j'espère que vous l'aviez noté, peut-être vous pouvez le retrouver. Si vous ne l'avez pas retrouvé, je vous le redonne. Le stock moyen, c'est le stock initial plus le stock final divisé par 2. Donc là, c'est facile. Stock initial 20 plus stock final 22, divisé, donc en tout, ça fait 42, divisé par 2, ça fait 21. Pareil pour les protections, donc 14 plus 20, 34, divisé par 2, soit 17. Ensuite, il faudra calculer le montant des ventes de l'année. On vous rappelle que le montant des ventes, c'est le stock initial plus les achats moins le stock final. Donc du coup, si on prend pour les casques, eh ben, c'est facile. Notre stock initial, c'était de 20, plus les achats c'est 450, moins le stock final, donc 20 plus 450, 470, moins 22, ça doit faire 448, si je ne dis pas de bêtises. Calculez donc le coefficient de rotation. Si on a vendu X unités et qu'en moyenne il y a un stock de Y unités, combien de fois a-t-il été nécessaire de renouveler le stock? Donc le coût de rotation est égal à la vente divisé par le stock moyen. Je vous laisse faire les calculs. Et du coup me dire en même temps si ça correspond à une fois par mois, donc tous les 30 jours, à 2 fois par mois, tous les 15 jours, à 3 fois par mois, tous les 10 jours, 4 fois par mois, toutes les semaines. Vérifiez votre réponse avec la formule suivante. Vitesse de rotation est égale à 360 divisé par le coefficient de rotation. Ça va vous permettre de vérifier votre coefficient. Lequel de ces deux produits a le plus tourné, a tourné le plus vite, entre guillemets. Donc les protections existent également en taille XL, leur coefficient de rotation est de 2,5. Qu'est-ce que cela signifie pour le magasin? Je vous laisse répondre à toutes ces questions. Réfléchissez, prenez le temps, revoyez les explications. Quant à nous, on va se retrouver pour le chapitre 3, les délais de paiement. À tout de suite.